Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Nazeraga, qui est l'auteur de livres que vous connaissez sans doute, Les manipulateurs sont parmi nous, Les manipulateurs et l'amour, et surtout que vous connaissez sans doute pour ces 30 critères, les 30 caractéristiques pour savoir si on est en présence d'un manipulateur. Alors bonjour Isabelle, comment vous allez? Bonjour, ça va très très bien, merci. Alors, qui êtes-vous Isabelle? Alors, je suis beaucoup de choses. Je suis psychothérapeute comportementaliste et cognitiviste. Cognitiviste, ça veut dire toutes les formes de pensée erronées qu'on peut avoir et donc on va aider une personne à changer ses croyances sur elle-même ou sur le monde ou sur les autres. Je suis conférencière, je suis formatrice dans les relations interpersonnelles et je suis également auteur donc de plusieurs ouvrages. Les manipulateurs sont parmi nous, manipulateurs et l'amour, les manipulateurs, les parents manipulateurs, Mhm. ça vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un livre majeur aussi parce j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi parce qu'ils ont un père ou une mère manipulatrice. Et je suis spécialisée également dans les groupes d'entraînement et à l'affirmation de soi et l'estime de soi, et aussi dans les recherches la recherche de ses valeurs personnelles pour comprendre quel sens donner à sa vie. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est, Isabelle, un manipulateur? Alors, on va s'entendre que dès le départ que l'utilisation du générique le manipulateur s'adresse également aux femmes. Bien sûr. Hein. C'est important parce que si des personnes prennent la vidéo en cours et ce sont des hommes, ils vont se dire oui, mais il n'y a pas que Mhm. des hommes, il y a également des femmes. Oui, oui, alors qu'on soit clair, effectivement, c'est à peu près 50-50, hein, sauf pour une catégorie dont on aura peut-être l'occasion de parler. Les manipulateurs, un manipulateur, c'est difficile à décrire en un seul mot. Si on regarde la définition du dictionnaire, c'est fort restreint. D'abord, ça n'a pas découvert du tout ce que c'était qu'une caractéristique de personnalité pathologique. Mhm. Donc, déjà, c'est une personnalité pathologique. C'est une personne qui va avoir un certain discours, des attitudes, des comportements très spécifiques, d'où la liste des 30 caractéristiques qui sont en fait très stéréotypées. Alors, ils se croient uniques, mais ils ne le sont pas. En fait, justement, on sait les décrire. Ils le sont depuis l'enfance. On ne sait pas les soigner et ils font surtout beaucoup, beaucoup de dégâts. Ils ne peuvent pas s'auto-diagnostiquer. C'est nous qui les diagnostiquons de l'extérieur en tant que proches, parents, collègues, enfants, etc. Donc, un manipulateur, est-ce qu'il peut avoir conscience justement qu'il est comme ça? Alors, moi, ce que j'ai découvert depuis 35 ans que je suis sur ce sujet, j'en ai connu personnellement, c'est-à-dire qu'ils ont conscience d'avoir du pouvoir sur les autres. Ok. Ce sont des gens d'ailleurs qui vont, dans un salon du livre, qui vont éviter de toucher le livre qui comporte le terme manipulateur, pervers. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils vont euh, Ça leur fait qui, peur. vont, qui les dérangent profondément, mais ils ne Mm. savent peut-être pas pourquoi. Donc, je dirais que non, pour la plupart, et ça veut dire 90% d'entre eux ne sont pas conscients de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients dans le sens où ils ne sont pas conscients du mal qu'ils font. Et que si Mm. vous êtes en dépression sévère ou que vous êtes suicidé, que c'est à cause de lui ou de elle. Ils ne savent pas ça. Ils ne le comprennent pas. Donc, ça ne change pas le problème. Ça ne Et, change pas notre problème parce que notre problème, c'est qu'on subit une énorme violence psychologique continuelle, répétitive. On en arrive à des états émotionnels dramatiques. On en parlera peut-être mm. par votre question, mais donc finalement, il faut se méfier de cette question et surtout de la réponse que je viens de faire, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont conscients? Ah ben non, alors s'ils ne sont pas conscients, bon, ben on va leur pardonner, ce n'est pas leur faute. Attention, Mm. attention, parce que justement, la plupart des victimes qui sont restées entre 20, 25 ans, j'ai même des cas de 40 ans, c'est parce que ces personnes, en couple hein, particulièrement, continuaient à penser qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Oui, peut-être. Et alors, il n'empêche qu'on subit et on n'est pas que un.
une victime. C'est ça. Et alors, pourquoi ils font ça, les manipulateurs? Pourquoi ils s'en prennent à des Alors, personnes? oui, alors ça aussi, c'est une question piège, dans le sens où c'est une question que la plupart des victimes se posent, et c'est normal, ça peut prendre des années avant de ne jamais avoir la réponse. Alors, j'espère vous en apporter une, c'est que on peut croire que ça lui fait plaisir de faire du mal, de culpabiliser, de semer la zizanie, de mentir, qu'il est conscient de mentir. Non, non, il n'est pas conscient de mentir. Non, c'est pas. Alors, ce sont des égocentriques. Hein. C'est pour ça que je vous dis, la définition du manipulateur, ça ne peut pas être en une phrase. Mais dans la liste des 30 caractéristiques, c'est il ou elle est égocentrique. Très égocentrique. Et il ne cherche que son avantage, que son bénéfice. Lequel? Augmenter sa propre idée de lui-même, augmenter ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est une perception subjective de soi-même. Or, il a besoin des autres, c'est-à-dire il veut écraser les autres pour se sentir supérieur. Il a besoin tous les jours, lundi, mardi, janvier, février, toutes les années de sa vie, de se sentir supérieur aux autres, et c'est ça son objectif. Il faut qu'il survive avec cette idée de lui-même. Le problème, je veux bien moi que les gens soient égocentriques ou égoïstes même, ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, mais égocentrique. Des acteurs doivent être narcissiques. Là, on est dans l'hyper-narcissisme. Manquer de narcissisme est un problème. Je m'occupe beaucoup des gens qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Ah oui, mais il en faut, hein, pour être heureux, pour survivre. Mais quand on fait des métiers publics, il en faut plus peut-être que la moyenne. Mais un hyper-narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, mais pour autrui, il va faire semblant d'en avoir, surtout pour les inconnus. Mais en fait, il a besoin de se sentir supérieur. Il sait mieux que vous. Vous êtes médecin, il connaît mieux la médecine et la chirurgie que vous. Vous êtes archéologue, il connaît mieux l'archéologie, les recherches que vous. Pareil en biologie. Pareil pour l'histoire des vaccins. Ah oui, c'est mieux la biologie moléculaire. Il confond avec la biologie cellulaire. En fait, il fait toujours penser. Ah oui, puis alors les psys, oh, ce sont tous des charlatans, bien sûr. Mais par contre, va te faire soigner. Le manipulateur, finalement, il se rassure quelque part. Il ne s'aime pas. Non, non. Oui, il y a des gens qui disent il n'aime que lui-même. Et moi, quand je suis présente, je dis non, non, vous imaginez ça, mais c'est faux. Il est tourné vers lui-même, mais il ne s'aime pas. Et c'est pour ça qu'il a besoin de manipuler les autres, pour se donner une illusion. Il s'illusionne lui-même. Un manipulateur sans victime, sans les autres, il meurt finalement, il ne supporte pas. Oui, et c'est pour ça, c'est très important, c'est pour ça qu'il ne choisira pas n'importe quel métier. Il ne veut pas être boulanger et se réveiller à 3 heures du matin pour pétrir, pour faire tout le travail du boulanger qui va se terminer vers 6-7 heures. En fait, à 6 heures, tout est prêt. Et ensuite, il va se coucher. Non, un manipulateur, il faut qu'il ait une cour. Il va se marier. Si ce n'est pas marié, il va vivre avec une femme ou un homme. Il va avoir des enfants. Quasi 100% des manipulateurs font des enfants. Comme ça se fond dans la masse, dans la normalité. Mais effectivement, ils ont besoin d'écraser les autres, sinon ils ne peuvent pas survivre psychiquement. Mais j'ai une petite expression, il se trouverait à échouer sur une île déserte, chose qui arrive quand même peu en 2021, mais il serait capable de manipuler les singes et les tortues. Il a besoin de l'attention de quelque chose, il faut absolument qu'il trouve quelque chose. Ouais, d'utiliser les autres aussi. Alors, là, on parle de manipulateurs qui ont besoin d'une cour assez importante, mais est-ce qu'il n'existerait pas des manipulateurs, vous en avez parlé plusieurs fois dans vos livres, plusieurs types de manipulateurs, parfois plus timides ou timides dans le sens où ils sont plus discrets, réservés. Y a-t-il plusieurs manipulateurs? Alors, moi, je n'utilise pas le terme de type, j'utilise les masques. Oui. Parce que quand je pense à des types de manipulateurs, je vous parlerai peut-être
du manipulateur qu'on appelle pervers de caractère. Ça, c'est un type. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des sociopathes qui sont un type de manipulateur. Il y a des psychopathes qui est très rare quand même, hein, sont des tueurs. Il y a des tueurs en série aussi qui sont des manipulateurs quelque part. Ouais. Bon, on doit donc faire la différence entre être manipulateur et faire de la manipulation. Ça aussi, il faut le dire aux gens parce qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils culpabilisent leur môme, se disent « Oh là là, qu'est-ce que je suis manipulatrice, je m'en veux ». Non, tous les parents manipulent, tous les enfants manipulent, mais ça ne veut pas dire qu'on en fait une personnalité. Alors, les masques, c'est fort important, les masques, parce que d'où le choix du terme manipulateur qui n'est pas fait par moi, hein, qui est fait par les anglo-saxons, c'est que si c'était uniquement un profil, notamment le dictateur, eh bien, on le détesterait et il serait tout seul dans un caveau, quoi, je dirais. Non, 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 ils font le chaud et le froid. Maintenant, il y a des styles. Donc, dans le style le plus fréquent, c'est le style du sympathique. Le plus fréquent. Donc, au premier abord, personne souriante, comment allez-vous? Il peut même se souvenir la prochaine fois du nom de votre chien. Tout ça, c'est un peu stratégique. L'autre assez courant, c'est le séducteur, le masque du séducteur. Vous avez le masque du timide, qui est personnellement celui que je ne détecte pas avant, on va dire, 5-6 heures, voire le lendemain, si jamais, par exemple, en tant que formatrice, je m'aperçois qu'une personne est manipulatrice et elle a été au masque du timide, c'est souvent la deuxième journée où ça y est, je clique. Vous avez le masque du cultivé. Alors, comment on peut voir la différence entre une personne cultivée? Imaginons que vous allez à un dîner, déjeuner, dîner, que vous rencontrez des gens, allez, on est 6, on est 8, et là, vous êtes avec quelqu'un qui va parler avec passion d'un sujet, il a l'air de le connaître. Alors, petite parenthèse, si c'est un manipulateur, il a l'air de le connaître, mais on le connaît beaucoup moins. Ça m'est déjà arrivé avec mon mari à l'époque où quelqu'un parlait de l'histoire de France en faisant des mentions de choses erronées, et il se trouve que mon ex-mari était excellent dans cette période de l'histoire et avait décelé des inepties. Donc, cette personne cultivée en apparence, donc on parle bien du masque du cultivé, mais si on ne le sait pas, on peut penser que la personne est formidable. Mais non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut détecter en quelques minutes ou heures, à peu près 15 minutes, que cette personne qui a l'air de savoir beaucoup de choses, elle nous met mal à l'aise bizarrement. On a l'impression d'être con. On a l'impression d'être inculte. Ça, c'est pas normal. Alors que si vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment cultivé dans un domaine ou en général, vous absorbez, vous ressortez de là, vous avez appris des choses, vous êtes content, vous ne sentez pas nul, vous ne sentez pas inculte. Et ça, c'est la différence. Et puis le timide, il y a l'altruiste, tiens, c'est proche du timide, l'altruiste. Mais l'altruiste est beaucoup trop généreux. Il vous donne avant même que vous en ayez besoin. Et vous avez déjà rencontré, à part le cultiver, peut-être des manipulateurs dans vos conférences où vous avez réussi à les détecter, certains? Oui. Alors, parlons conférence. Parce que là, j'ai un rôle différent de formatrice. Bien qu'il soit proche, d'accord? Conférencière, j'ai 200, 700 personnes devant moi. À ce moment-là, il y a une possibilité pour les personnes de poser des questions. Personnellement, je le fais au bout de 45 minutes, je fais des conférences de 2h30 quand même. Hein. Questions incluses, puisque mes sujets sont tellement larges qu'on n'aura jamais fini en 2h30 de toute façon. Donc, je vais m'appuyer sur les désirs, les demandes, les interrogations des uns et des autres. Eh bien, la personne manipulatrice, et elles sont rares dans mes conférences, surtout si le titre contient le mot manipulateur, c'est comme le livre, touche pas, donc il ne vient pas. Bon, mais ça m'est déjà arrivé que la personne se lève et a deux aspects. Le premier, c'est qu'il ne pose pas une question. Il dit, oui, madame, vous ne pensez pas que… Et il fait un propos qui est long. C'est le deuxième aspect. La conclusion, c'est que cette personne-là, au milieu de la masse, a une attitude telle
qu'elle veut faire penser au reste des participants Mm. qu'il est plus connaisseur que la conférencière, ou que le conférencier, ou que le professeur, ou que le formateur. Ça, c'est typique. C'est-à-dire que la personne est très, très longue, blabla, blabla, du coup, il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de question. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis en face? Je souris et je dis, oui, alors en fait, vous ne me posez pas la question, hein, quand vous me dites, madame, ne pensez-vous pas que, en fait, c'est ce que vous pensez, c'est ça? Mm. Voilà. Et je lui redonne sa pensée, son opinion. Un autre aspect auquel je viens de penser dans cette petite circonstance, c'est qu'il n'est pas complètement d'accord avec vous, justement. Un manipulateur ne peut pas, par rapport au chef, dire Madame, bonjour, vous pensez pas, alors on va prendre sa première formule, vous pensez pas que, et si je réponds, si je me fais un peu avoir et que je réponds, il va pas répondre, ah, d'accord, j'avais pas compris, merci. Non, non, il va répondre oui, mais, et blabla. Ça, c'est en tant que conférencière. En tant que formatrice, c'est des petits groupes, 16 personnes grand maximum pour pouvoir gérer, puisque moi, je suis comportementaliste, on va faire des jeux de rôle, on voit les cas individuels. Bon, c'est de la pratique, ce n'est pas un cours magistral. Alors, les manipulateurs arrivent en retard en général, mais ne s'excusent pas. Le manipulateur qui ne connaît pas le sujet va avoir une attitude trop décontractée. C'est-à-dire, il va être sur le fauteuil, bras croisés souvent. Attention, les timides font ça aussi, mais ils n'arrivent pas en retard, les timides. Pas du tout, au contraire, ils sont là en avance. Donc là, et un peu, vous imaginez le cow-boy avec les pieds sur la table. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire très à l'aise. Alors, tout le monde note, parce qu'il y a quand même des notions. Quand on est formateur, on ne dit pas des choses que tout le monde connaît. Il y en a qu'un qui ne note pas. C'est le manipulateur. Là, c'est-à-dire que vous pouvez vous commencer à vous poser des questions. Ouais. Alors, soit c'est un cadre qui vient pour voir comment ça se passe, pourquoi pas. Mm. Soit c'est parce que justement, il fait croire que c'est un cadre alors qu'il ne l'est pas. Pas du tout. Ouais. Ouais, ouais. Et puis ensuite, vous pourrez voir que pendant la pause, il va vous faire des compliments sur des choses complètement banales. Mm. Il va essayer de vous séduire finalement. Ce n'est pas une question de sexualité, c'est une question de vouloir plaire et de bluffer, de s'acoquiner la bienveillance du formateur. Donc, ils peuvent commencer comme ça. À nous de ne pas être complètement dupes, que ce n'est pas de la vraie sympathie. Et puis, excusez-moi, je parle beaucoup. Hein. C'est parce que je fais des liens. C'est le but. Hein. Je fais des liens. C'est qu'il y a notre ressenti aussi. Mm. Si par exemple, j'ai l'habitude d'avoir du monde, si je ne suis pas timide, c'est que j'aime rencontrer les gens inconnus, je n'ai pas de palpitation, je n'ai pas de malaise. Et ça peut être un signe pour nous. Ouais. C'est que c'est bizarre, avec cette personne-là, elle a beau me faire des compliments, venir me voir, une question, deux questions, mais enfin, ce n'est pas des questions, en fait, réagissons, là, ce n'est pas des questions, c'est la personne est en train de jouer quelque chose, peut-être que sur le moment, je ne saisis pas quoi, mais je ne suis pas à l'aise. Tiens. Alors, par contre, faites attention, si vous n'êtes en général pas à l'aise avec les humains, ça ne peut pas être un indice. Oui, bien sûr. Il nous manque des morceaux. Bien sûr. Donc, c'est important pour vous d'écouter son corps, son intuition, pour justement peut-être savoir si on est en présence d'un manipulateur. Oui, c'est même le premier signe. Mm. Par rapport à une question de comment sait-on qu'on a affaire à un manipulateur, première réponse, vos réactions. C'est ça. Sauf que si vous êtes trop cérébral ou que vous avez l'habitude dans votre vie de ne pas écouter, pas voir, de dénier ce que vous ressentez, ça peut durer une vie. Hein. Enfin, une vie, j'exagère, ça peut être parce que maintenant on en parle. Donc, on peut, l'information, ce que vous faites aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui aussi, on contribue à éveiller les gens sur un monde qui est un monde émotionnel finalement. Mais oui, l'émotion,
moi, j'ai fait un topo qui n'est pas encore officiel, hein. Quand je dis officiel, c'est des réécrits. Je le fais en conférence. Quand je choisis le thème de comment détecter rapidement un manipulateur. Et donc, il y a deux réponses. Il y a une sur vous-même et une sur l'observation. Et je vais même plus loin que les 30 caractéristiques. Sur soi-même, prenons un exemple, je ressasse des choses qui ont été dites dans la journée ou des faits. Et j'ai un sentiment avec ce ressassement, c'est-à-dire que je me sens soit frustrée, soit confuse. Euh, je peux avoir l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Et puis, ça perdure. On a l'anxiété, qui est un indice. Si on n'est pas un anxieux habituellement, tiens, et dès le premier jour, on peut avoir des troubles du sommeil. Endormissement, réveil dans la nuit. On a tous les symptômes qui sont liés à notre propre corps. Moi, personnellement, si j'ai un symptôme de stress, mon organe cible va être ma peau. D'autres personnes, céphalée. D'autres personnes, troubles digestifs. Bon, donc on a nos organes cibles qui vont être en réaction. Alors ça peut être au départ une petite réaction. Quand la manipulation est puissante, il y a une très forte réaction. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui est déjà en train de nous dire bip, 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 bip. On peut tomber On a malade. également un. On peut tomber malade, en fait, en restant avec Oh des oui, personnes oui, comme ça. oui. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, on peut tomber malade. Mais on ne sait pas la cause. Oui, c'est ça. D'autant que la plupart des gens, prenons le cas du travail. Si j'ai un manipulateur, une manipulatrice, soit comme collègue, soit comme subordonné, soit parce que je suis chef et que j'ai un subordonné comme ça, je ne vais pas nécessairement en parler à mon mari, je ne vais pas nécessairement en parler à mes amis, à mes proches. Je crois que je vais pouvoir régler ça. Le problème, c'est que les journées passent et je suis de plus en plus enfoncée dans mon propre désarroi et je me sens nulle. Si en plus je me remets en question et que je ne connais pas assez bien mes caractéristiques, si je manque de confiance en moi, je vais pouvoir me dire, je ne sais pas faire avec cette collègue-là. Certainement que je ne suis pas si agréable que ça, ou je ne sais. Donc, on se remet en question. Et vous avez toutes les victimes. Là, je prends un exemple au travail, mais dans tous les domaines sociaux, professionnels, familial ou conjugal, on a cette remise en question. Et puis, effectivement, le corps y réagit et c'est parfois parce qu'un psychothérapeute, un psychologue, un médecin, quelqu'un qui est dans le monde de la santé, qui va nous écouter, il va nous dire mais tu as ça depuis quand? Alors, pour revenir un petit peu sur les techniques de manipulation, comment le manipulateur il s'y prend pour justement mettre une personne sous emprise? Quelles sont les étapes, les différentes phases? Alors, la première phase, nous, on l'appelle, je dis nous, entre Marie-France Irigoyen, Christelle Petit-Colin, même si j'ai été la première, moi, en 1997, à aborder ce sujet pour le grand public, on a une phase d'emprise, hein. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la plupart, j'évalue à au moins 60% des manipulateurs ont quand même le masque du sympathique. Et il suffit que ce soit associé au masque du séducteur, alors là, on augmente à 80%. Hein. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de méfiance au départ et la personne nous intègre dans sa vie comme si on était une personne importante, comme si ça changeait sa vision du monde. Exemple, il n'a jamais rencontré une femme comme moi,
Tu sais, j'en ai connu, mais toi, tu es spécial. Alors, il y a la flatterie, il y a les compliments, il y a en gros du positif. J'ai quelques cas d'exception où dès le départ, la première rencontre, c'est l'ours. Alors vraiment une aversion immédiate. C'est plus rare. Donc, la première phase, c'est une phase d'emprise. Alors maintenant, tout dépend si on est au travail, si on est dans l'amour. C'est sûr que si on est, par exemple, dans la famille, ça va être difficile. Si c'est un papa ou une maman, on ne va pas le voir. On est élevé par eux, par exemple. Par contre, un beau-frère ou une belle-sœur qui arrive dans la famille, ça, il va y avoir des choses. Alors, par exemple, on va être de moins en moins reliés. Les manipulateurs vont faire en sorte qu'on doute des uns des autres. Il va nous dire, oh bah, tu sais, ta tante, elle dit que c'est quand même pas facile de passer des vacances avec toi. Des choses comme ça. Donc, comme on est aux prises aussi de ces émotions-là, ben, on ne va pas voir la tante en disant, Tati, il paraît que tu as dit à Jules que j'étais pas facile en vacances. Et oui, alors que la tati, elle va ouvrir les yeux en disant, tu me parles de quoi là? Voilà, donc il faut aussi oser. Donc, l'emprise, elle peut se faire sous cette forme-là. En amour, c'est tu es formidable. J'ai jamais rencontré un homme comme toi. Alors, pour la femme, d'ailleurs, la femme va laisser beaucoup de liberté à cet homme avec qui elle commence une relation. Et ça peut durer 2 ans. Hein. Alors qu'avec le manipulateur homme, en moins d'un mois, il est déjà en train de projeter avec vous une vie commune. On va habiter ensemble, ou le mariage, faire un bébé. Mais parfois, avant ça, c'est on ira aux Seychelles. Hein, quand la pandémie sera passée, on ira aux Seychelles. Je t'emmènerai là. Et à Venise, en gros. Je vous donne le résumé. Hein. Venise. Or, Venise n'arrive jamais. Mais donc, il y a le court terme et il y a le long terme. Donc, effectivement, il y a des phases. Et la toute première phase, on en a parlé tout à l'heure, c'est le ressenti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si je ne vous connais pas, vous êtes manipulateur, mais je me sens mal avec vous, et puis à la fin du repas, vous me dites « Oh, c'était très intéressant votre récit sur l'exposition universelle à Dubaï. Je peux avoir votre carte ?» Ah, je vais vous la donner ou je ne vais pas vous la donner? Je sais qu'Isabelle Nazaraga ne va pas vous la donner parce que je l'ai déjà fait. J'ai dit non, je ne donne pas ma carte. Alors que je venais de la donner à quelqu'un et il l'a vue. Évidemment, là, la personne ne peut pas m'obliger à donner ma carte. Sauf que cette carte de visite, il y a mes coordonnées. Et si je la donne, cet individu-là va appeler. Il va écrire. Il va commencer à harceler. Parce qu'il l'a déjà fait de façon subtile, mais j'ai détecté. Donc, on a une toute première phase, on parle en heures, éventuellement en jours. Il faut savoir stopper vite. Ne pas répondre. Ne plus répondre aux SMS. Ne pas répondre longuement en donnant trop sur sa vie. OK, on ne va pas faire ami. Là, ça pose problème à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens veulent être amis, veulent avoir une bonne image. Ils veulent être aimés, ils veulent être estimés. Ah oui, mais il ne faut pas être estimé des gens toxiques. À quoi ils servent? C'est ça. À rien. Ah, ils vous proposent du travail? Bah écoutez, donnez mes coordonnées au chef de service concerné. Bon, il faut faire attention. Donc, la deuxième, c'est l'emprise. Donc là, vous êtes formidable. Vous êtes extraordinaire. Vous décorez drôlement bien votre maison. Tu es super doué pour tes YouTube vidéos. Tu es beau comme un dieu. Non, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Sauf que ça peut être vrai. Hein. C'est là où il y a le problème. C'est qu'il y a des gens qui sont sincères et qui vont vous faire des vrais compliments. Donc là encore, on revient à ma perception. Puis vous savez, le regard, il porte l'âme. Il faut faire confiance aussi dans cette perception qu'on a, des humains. Et puis la troisième, on est dans la toile d'araignée.
Et il y a des raisons différentes pour lesquelles on est dans cette toile d'araignée. Et c'est pour ça que la psychothérapie, même si ce n'est pas long, par exemple, moi je suis TCC, thérapeute comportementaliste cognitiviste, je ne suis pas psychanalyste. Je ne vais pas embarquer les gens pendant 8 ans hein, à aller sur l'enfance et l'Oedipe auquel je ne crois pas du tout. Non, 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 non. Et qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? C'est pas qu'est-ce qui fait que vous et moi, on peut tomber sur un manipulateur. Ça, tout le monde peut tomber sur un manipulateur. Je rentre dans une société, je tombe sur un chef ou une chef comme ça, ou une collègue, j'y peux rien. Ou j'ai ma tante qui est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Rien. Par contre, qu'est-ce qui fait que je maintiens une relation avec une personne avec qui je ne suis pas obligée? Là, c'est intéressant. Et je ne veux absolument pas accuser les victimes. On ne va pas être victime 2 fois non plus de sa gentillesse, de sa générosité, de sa... Non, non, on n'est pas naïf. On est juste humain et on aime les bonnes relations. Donc, comment penser que l'autre est aussi tordu que ça? Ah, donc, OK, qu'est-ce qui fait que j'y suis restée? Eh bien, prenons l'amour. Il y a plusieurs choses. Manque d'estime de soi, manque d'affirmation de soi. Je dis oui, alors que je pense non. Bon. Mais il y a aussi 2 aspects que je trouve quand même drôlement fréquents. C'est la dépendance affective et avoir le syndrome du sauveur. Alors là, on donne à manger de l'or au manipulateur. Là, il est content. Oh, bon, on est formidable. Alors, si je suis dépendant affectif, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour plaire déjà, et puis au départ, je peux être résistante. Prenons les cas où moi je suis une femme et que l'homme me séduit, me courtise, m'envoie des roses rouges. En plus, il vaut mieux des roses rouges à mon travail, comme ça, les autres collègues voient combien je suis gâtée. Et donc, beaucoup de bonnes femmes vont me dire oh, bah dis donc, il y en a un qui t'aime, hein? Oh, bien, il y en a un qui pense à toi. Oh, oui, il ne va pas le faire discrètement, bien sûr. Donc, même si je résiste 3 mois, comme l'autre insiste, je vais lâcher. Je me sens flattée, ultra flattée. Ça, c'est le début. Ensuite, je suis formidable. Et puis ensuite, une fois que je suis dans la toile, bah, j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans lui. Donc, si je suis dépendante affective, je veux pas vieillir seule, je ne veux pas aller en vacances tout seul, je ne veux même pas aller au cinéma tout seul. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour me définir. Ah, c'est embêtant ça. Ça, c'est une vraie faille. Donc, je tombe sur des bras cassés. Mais vaut mieux être mal accompagné que pas accompagné du tout. Alors justement, comment est-ce que vous auriez quelques pistes pour sortir de la dépendance affective? C'est très compliqué. J'ai des pistes. D'abord, je trouve que c'est beaucoup plus long que de faire un traitement de phobie d'avion, vous voyez. Je trouve ça long parce que il y a souvent eu un parent avec nous, c'est pas systématique, mais il y a souvent eu un parent qui a été lui-même dépendant affectif de nous, les enfants. C'est-à-dire qu'il vit à travers nous, on appelle ça par procuration. Son bonheur tient à ce que à nos succès à l'école, puis ensuite au fait qu'on soit près d'eux, qu'on passe des dimanches avec eux, des vacances ou autres, ou Noël. Puis c'est des parents qui n'arrivent pas à faire, à être suffisamment autonomes. Bref, donc ça peut être une cause. Le problème, donc, c'est que ça peut être une façon de fonctionner depuis un trop long moment. Et en plus, on a des croyances. Exemple, je suis en couple. Tout temps disponible de l'un doit être consacré à l'autre. C'est-à-dire que j'ai un schéma qu'on appelle un schéma cognitif qui me fait penser que c'est une évidence. Si bien que si un jour, il me dit « Ah, au fait, demain après-midi, samedi, demain après-midi, je ne suis pas là, je vais faire un tour avec Benoît, on va aller je sais pas, on va faire de la barque. » Ah, bah, et moi alors? Bah, chérie, tu fais ce que tu veux. Bah non, tu ne vas pas me laisser toute seule. Déjà, je ne te vois pas pendant la semaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité. Et 2 dépendants affectifs, ça marche très bien. Hein, c'est des couples qui durent. Mais il y en a un qui pousse le caddie à Carrefour et l'autre qui met les choses dans le caddie. Mais tous les samedis. C'est-à-dire qu'en fait,
Il y a des rituels, toujours ensemble. Hmm. Les voyages de groupe, toujours collés. Il est où mon mari? Alors qu'il est à 2 mètres. La dépendance affective, c'est tant que les deux sont comme ça, eh ben, tout va bien. Mais s'il y en a un qui manipule et qui a de l'emprise, Ouais, c'est un drame. C'est un drame parce qu'on n'arrive pas à s'en décoller. c'est ça. Et puis l'autre cas, bah, alors, moi, ce que je préconise, c'est que, donc, j'ai dit que ça prend du temps. La plupart des gens qui sont dépendants affectifs, dès qu'on explique, tout de suite, ils disent « OK, c'est mon cas ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni. Après, il faut savoir si ça les dérange ou pas. Donc là, on n'est que sur le dépendant affectif, on n'est pas sur le dépendant affectif d'un manipulateur. Hein. Ouais. Est-ce que je vais m'en débarrasser de ça? Ah, pas sûr. Même si on en parle de façon amicale en disant, écoute, tu peux quand même être un peu autonome. Oui, oui, mais nous, on aime bien être ensemble. Voilà. Il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de vieillir seul, de mourir seul, de vivre seul. C'est marrant parce que je pense d'abord à mourir seul et vieillir seul. Mais parce que je crois qu'inconsciemment, c'est ça leur idée. Parce qu'il y a des couples qui sont encore ensemble, mais ce n'est plus des couples. Ils ne font plus l'amour, ils ne s'embrassent plus sur la bouche, ils ne se tiennent pas la main pendant qu'ils font un voyage, mais pas une seule fois. Ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas dans le bus, mais ils vivent ensemble. Bon. Alors, il y a des dépendants affectifs qui s'aiment, au contraire. Hein. Ce que je préconise, c'est de commencer. Le plus embêtant, c'est quand des gens sont encore ensemble. Ça ne marche pas. On ne peut pas traiter la dépendance affective quand les deux sont encore ensemble. C'est quand il y a une séparation qui est très douloureuse pour le dépendant affectif. Il ne quitte pas, hein, en général. Il ne quitte pas. Les manipulateurs ne quittent pas. Quitte pas. C'est exceptionnel. C'est qu'il a trouvé mieux. Meilleur. Mieux à manger. Plus beau, plus chéri, plus riche. Bref. Donc, le dépendant affectif ne quitte pas, mais il va faire en sorte de toujours nourrir son couple. Donc, la deuxième phase, c'est évidemment, s'il fait appel à un psychothérapeute pour des problèmes, est-ce qu'ils sont capables de prendre une soirée entre copains ou entre copines? Est-ce qu'ils sont capables de prendre une semaine de vacances sans l'autre? Et puis, ce que je préconise aussi, c'est de faire de plus en plus d'amitié. Parce que les dépendants affectifs, on ne les entend plus dès qu'ils ont trouvé un mec ou une nana. Eh oui, ils disparaissent de notre monde amical. Tiens, plus de coups de téléphone, plus de SMS. Donc, c'est là où il faut reprendre. Les amis restent en général. Ouais. En amour, pas sûr, mais en amitié, oui. Donc, créer des liens. Et justement, imaginons, on a une personne qui a vécu avec un manipulateur, mais qui finalement, du coup, a peur de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'elle a peur ou il a peur de retomber sur un manipulateur ou une manipulatrice. Oui. Comment faire? Alors, moi, je rappelle que les manipulateurs, donc les pervers narcissiques, c'est 2-3% de la population. Et oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la majorité? Parce qu'il y a une inversion cognitive. Le traumatisme. C'est un peu comme si on travaillait tous les deux aux urgences. On est infirmier, médecin urgentiste ou brancardier, et puis on dit c'est fou le nombre de gens qui sont malades, qui se cassent la figure, les vieux, ils tombent, paf, ils ne tiennent pas debout, les vieux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance, parce qu'on est dans le milieu, à croire, et je prends un faux exemple quand même, parce qu'ils sont formés, ils vivent aussi les médecins, mais on pourrait croire que parce qu'on est dans un milieu où on est assailli par le même type de problématique, que la problématique est universelle finalement. Bon, ou est généralisée. Donc non, les manipulateurs ne sont pas si nombreux que ça, sauf que quand on en a connu un ou une, c'est marqué à vie, votre vie. Des gens qui me disent, je voudrais oublier. Ah non, vous ne pourrez pas oublier. C'est tellement inhumain, on ne peut pas oublier. Par contre, est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut se détacher? Oui, et ça, c'est mon boulot, par exemple.
Aider la personne à vraiment arrêter de vouloir le lien, de vouloir ou d'avoir la haine, la rage. Bon, ah oui, oui, il faut sortir de là. Il y a next. La vie peut être longue. On a plusieurs vies en une vie. Bon, donc il faut se rappeler donc qu'ils ne sont pas si nombreux. Deuxièmement, qu'il s'agit quand même d'un traumatisme. Ouais. Il y a des cas, c'est tellement douloureux. Il y a des cas d'inceste, il y a des cas de harcèlement scolaire, par exemple. On peut être amené, on peut avoir une dépression sévère au point d'avoir des pensées suicidaires. Hein. Donc, on a certainement besoin aussi d'aller se faire nettoyer ça avec de l'aide. Hein. Et justement, quand Alors, on... Ah, allez-y, quand on allez-y. a peur, moi, ce que je préconise, c'est de regarder la liste des 30 caractéristiques et de Ouais. se poser la question, est-ce que la personne me culpabilise? Est-ce qu'elle répond de façon floue? Est-ce que... Voilà, là, aujourd'hui, c'est un peu long. C'est vrai que le livre, ou un des 3 livres dont on a fait mention, vont reprendre ces 30 caractéristiques et il en faut au moins 14. Au moins 14. La majorité des manipulateurs ont plus de 20. Ouais. Et si vous êtes normal, normalement névrosé, diraient les psychanalystes, on appelle ça normonévrosé, bien, vous en trouverez, allez, pour les plus anxieux sociaux, maximum, ils vont trouver 8 sur les 30. Oui, mais ce n'est pas 14. Et 14, moi, j'ai rencontré très peu de manipulateurs, en tout cas à travers leurs victimes, qui avaient 16 ou 14. La plupart, je vous dis, ils ont 24, 28, 30. 30 sur 30, moi, ça ne m'étonne pas, puisque ces caractéristiques sont constituées à partir de milliers de témoignages. 7500 pour vous dire, et puis maintenant j'en suis à plus de 15 000, 20 000. Quoi. C'est étonnant comment ça peut être totalement stéréotypé. Donc si je me pose la question, par exemple, je tombe amoureuse, je me sens fébrile, amoureuse, ok, et puis il y a des moments où il y a des sensations qui me traversent, qui ne sont pas des sensations habituelles, qui me portent vers le haut. Et puis, je commence à me dire, oh, je suis laide, oh, je suis con. Tiens, c'est bizarre ça. Quand on est avec quelqu'un, on a plutôt l'idée qu'on est une bonne personne. Donc, on va reprendre la liste des 30 caractéristiques. Puis, on va faire, j'appelle ça rewind. On appuie sur le bouton du magnétoscope, retour en arrière. Et là, on va retrouver des propos, des attitudes, des promesses non tenues, la zizanie qui commence dans notre groupe. Tiens, on ne voit plus mes parents, on ne voit plus mes frères, on ne voit plus mes amis comme avant. Tiens, il trouve que ma meilleure amie, c'est une idiote. Tiens, j'ai une proposition pour changer de travail parce qu'en fait, j'ai une promotion et il me dit que ça va poser problème. Tiens, je ne me sens pas si enthousiaste que ça. Tiens, j'ai des troubles du sommeil. Tiens, j'ai de plus en plus de maux de tête. Tiens, je suis de moins en moins heureuse finalement. Je me suis peut-être trompée. Mais avant de me dire je me suis trompée de l'autre, par rapport à l'autre, c'est je me suis fourvoyée, mais je ne suis pas si bien que ça finalement. Je peux remettre en cause même ma profession. Il y a des manipulateurs qui vont jusqu'à vous dire, alors que ce n'est pas sa profession, à la maison, qui peuvent vous faire douter de votre compétence professionnelle. Il y a une animatrice télé extraordinaire, dont je tairai le nom, qui a dû arrêter 2 ans à cause d'un amour avec un manipulateur qui lui a fait croire qu'elle n'était pas une bonne professionnelle alors qu'elle était une des 10 meilleures. C'est terrible. Et est-ce que c'est aussi important, je pense, d'avoir aussi une idée de qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation, une relation saine? Parce que Oui. justement, quand on ne sait pas, si en plus de ça, on a vécu depuis toujours, on a eu que des schémas toxiques, Oui. peut-être, c'est quoi pour vous une relation saine? Alors, on parle d'amour. Oui, oui, amour dans le couple, par exemple, dans le couple. Oui, amour, voilà. L'amour, c'est amener l'autre à se transcender et à À s'élever. s'élever. Je me sens meilleure avec ton amour. Je me sens vivante. Je me sens. Alors, le mot heureux peut être un peu difficile à percevoir Ouais. parce que c'est profond.
le bonheur. Mais en tout cas, je peux me sentir joyeux. Bien. Mais ça n'empêche pas les émotions. Ce n'est pas la différence avec les sentiments. C'est qu'avant les sentiments, on a les émotions. Mais les émotions, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration. Si je suis dans une relation saine, mes émotions, je peux les exprimer à l'autre et l'autre ne va pas me faire croire que je n'aurais pas dû avoir ces émotions-là. Il n'est peut-être pas d'accord avec la raison pour laquelle je me fais un monde, hein, mais au moins, on discute, on communique. C'est très important, la communication. Ce n'est pas le spoon, c'est communiquer. Et d'ailleurs, les couples qui se disputent et qui vont durer, il y a des recherches pour ça, qui ont défini qu'est-ce qui fait qu'un couple va fonctionner, c'est un peu mécanique, mon histoire là, mais va durer dans l'amour. Eh bien, en fait, quand ils sont en désaccord, le fait qu'ils communiquent bien fait que l'union se refait. On est en heure, on est en jour. Il n'y a pas de jalousie pathologique. Il n'y a pas de pression sur l'autre. Il n'y a pas de culpabilisation. Il n'y a pas de « tu sais, je t'ai sorti du caniveau. Heureusement que je suis là. Hein, de toute façon, tu es un mauvais père. » Donc, il n'y a pas non plus ces deux phases où tout est beau au départ et ensuite, on m'assomme, on me tue. Là, il faut se sauver vite. Hein. Ça s'appelle séparation, ça s'appelle divorce, ça s'appelle délocalisation. Parce que dans des couples sains aussi, je pense que c'est important de le rappeler, il peut y avoir des moments de dispute, de tension, mais comment justement différencier, bon, on vient de le faire, mais c'est important de dire aussi, peut-être parfois on a ce sentiment que dans une relation, ça va être l'amour fou, qu'il n'y aura que des moments positifs, mais il n'y a pas que des moments positifs dans le couple finalement. Non. C'est ça qui est Non, intéressant. alors il y a les valeurs aussi qui nous rejoignent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs prioritaires l'un et l'autre et nos valeurs prioritaires sont les mêmes. Et donc ça peut être sain aussi et pas opposé. Ça ne veut pas dire qu'on aime les mêmes choses. Il y en a un qui préfère la télé et l'autre lire. Ça, ce n'est pas un vrai problème. Mais il y en a un qui veut une famille et pour qui la famille est très importante, alors que l'autre est ultra carriériste et en fait n'a pas envie d'avoir une famille. C'est pas que c'est malsain, c'est que ça ne pourra pas coller longtemps. C'est surtout ça. Non, ce qui est toxique, c'est quand je m'empoisonne. Enfin, on m'empoisonne, mais au départ, j'ai l'impression que je m'empoisonne. Je ressasse, je suis anxieuse, j'ai des... Alors, je peux avoir le problème avant. Faut aussi voir si je suis comme ça avant et que l'amour, finalement, ne change rien. Hein. On nous a appris petit, je sais pas, dans les poèmes ou des chansons, l'amour peut tout. Non, non, non. L'amour ne peut pas tout. On peut m'aimer profondément. Si je suis fortement névrosée ou que j'ai une pathologie de personnalité, je sais pas, je suis borderline ou schizoïde, alors l'autre, il peut me faire des violons et m'apporter le croissant et le petit jus d'orange le matin, ça ne change rien. C'est ça. C'est qu'au contraire, je vais lui cracher du feu et je vais jamais être satisfaite. Donc, attention effectivement de relever si c'est moi qui suis toxique pour les autres ou toxique pour moi-même ou si c'est l'autre qui m'empoisonne et qui me fait changer en négatif. Pour revenir un petit peu sur le thème des manipulateurs, imaginons on a une personne qui a été en couple avec un manipulateur ou une manipulatrice, elle sait, elle a compris, elle est sortie, elle est partie, mais des mois, des années après, elle y pense encore, elle n'arrive pas à se détacher. Quelle piste justement vous pourriez donner, Isabelle? C'est marrant parce que ça m'est arrivé la semaine dernière avec une patiente justement. Et aujourd'hui, je l'ai eue en consultation et elle me dit, vous savez quoi? J'ai rêvé qu'il m'embrassait parce que son rêve, c'est de ne pas avoir réussi à faire une belle histoire avec cet homme-là. Et elle s'est culpabilisée en croyant que c'était elle. Mais elle dit, il m'embrassait, il m'enlaçait, il m'embrassait. Et là, j'ai repoussé, j'étais dégoûtée. Ben ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que j'ai passé 1 heure de séance à expliquer que c'était du poison, etc. Dans son histoire, ça collait complètement. Je donnais des exemples. Elle dit, oh oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et là, le processus... Ah oui, puis elle a commencé à lire Les manipulateurs et l'amour. Parce que là, elle ne l'avait pas lu du tout. Et je dis, aucun de mes livres. Je
Je dis, par contre, moi, je vais gagner du temps, vous allez gagner des sous aussi. Hein. C'est parce Ouais. que je ne vais pas passer des séances entières à vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir à quel point ce sont des gens stéréotypés. Et dans l'amour, les manipulateurs et l'amour, c'est la chronologie. Et ce que vous me dites, moi, ça me paraît banal. Ce n'est pas banal pour chacun d'entre vous. Hmm. C'est un vécu dramatique. Et vous croyez que vous avez merdé dans votre couple. Et c'est pour ça que vous ne faites pas le deuil. En fait, elle ne faisait pas le deuil. Donc, en lisant ça, elle me dit, ce matin, j'ai plus que 30 pages, j'en suis à la fin, mais ça, OK, tout y est. Donc, savoir qu'on ne peut rien faire d'autre, savoir que l'autre femme qui suit, parce qu'il y en a un, ils sont toujours avec des femmes, hein, les manipulateurs hommes et les Hmm. manipulateurs femmes, je vous dis, ils ont besoin d'un conjoint, hein, de toute façon. Donc, souvent, ils croisent. Hein. Hmm. On les quitte, ne me quitte pas, ne me quitte pas, mais en fait, il a déjà une maîtresse. Ouais. Voilà. Et donc, se dire que c'est pas parce qu'ils ont acheté une maison ensemble et que madame est enceinte qu'elle est heureuse. Elle va vivre exactement la même chose. Et comment ça se passe? Tiens, tout à l'heure, on avait posé la question des phases. Hmm. Quand est-ce que ça bascule en amour? Eh bien, c'est quand moi, en tant que femme victime, future victime, je suis enceinte ou j'accouche. Et avant ça, on se marie ou avant ça, on vit ensemble. Hmm. Là, la mouche est dans la toile d'araignée. Hmm. Le Et piège c'est est pas là. parce que voilà, et c'est pas parce qu'il y a des photos dans leur maison ou de mariage, alors que quand j'étais avec lui, il n'y en avait aucune, qu'il l'aime plus que moi. Non, non. Hmm. Qui nous dit que c'est lui qui pose les photos. Mais non, c'est cette femme qui met des photos. C'est pas un homme qui met des photos. C'est dans l'appartement. C'est donc ah mais oui c'est vrai. Donc, j'aide la personne à réaliser que de toute façon, ce qu'elle en voit de ce bonheur chez lui et sa nouvelle femme, c'est pas le bonheur réel. Et et elle n'a rien à regretter parce que de toute façon, elle va subir les mêmes choses aussi. C'est ça. Ouais. Souvent, les personnes s'imaginent que ça va être mieux avec la prochaine ou le prochain, mais en fait, non, ce sera pareil. Ce Ce sera sera exactement pareil. pareil. C'est ça. Exactement. Alors, quand, imaginons, voilà, on est avec un manipulateur, on n'a pas le choix, on a un collègue manipulateur ou manipulatrice. Vous avez travaillé justement sur la contre-manipulation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques astuces clés pour justement Oui, gérer un PN ou un manipulateur? voilà, c'est pareil. Et du coup, ben, qu'est-ce qui fait que je vais devoir quand même communiquer, c'est-à-dire avoir contact. Alors, on communique oralement, on écrit. Alors, vaut mieux écrire le moins possible, d'accord. Mais oralement, comme le manipulateur fait des provocations, euh, il, euh, il stimule en nous une réaction. Hmm. Soit je ne suis pas assez affirmée et donc ma réaction est plutôt intériorisée et je ne sais pas très bien comment répondre ou je m'excuse ou je me justifie. Soit je suis sans chaud et à ce moment-là, je réagis avec agressivité. Dans les deux cas, moi, je suis plutôt du registre sans chaud. C'est-à-dire, on me pique, je réagis depuis l'enfance et ce sera à vie. D'autres, on les pique, excusez-moi, ils bousculent quelqu'un. Non, ils sont bousculés, ils disent excusez-moi. Vous voyez, et il y a des millions de gens comme ça. Ouais. Donc, la façon dont on va pouvoir répondre peut dépendre de notre personnalité. On a des réponses courtes. Elles peuvent être neutres, du style tu as le droit de le penser, ou c'est possible. Chacun ses goûts. On peut utiliser des proverbes, on Ouais. peut utiliser des phrases toutes faites. Mais on peut aussi jouer de l'humour. Et si on est trop sans chaud, on a envie d'agresser en retour, parce que ce n'est pas nous qui agressons en premier. Le manipulateur est très doué pour dire « mais qu'est-ce que tu es Hmm. agressif Hmm. Ben oui, mais il nous agresse en premier. Alors, hein, inversion, cause et conséquence. Hmm. Non, non, c'est une réaction, mais je n'ai pas besoin de lui expliquer que je suis entre réactions. Par contre, on peut utiliser l'ironie. L'ironie, c'est une agressivité intellectuelle contrôlée. Les chiens ne font pas les chats. Ça, je peux le répondre à mon père ou à ma mère manip, Ouais. qui me reprochent parce qu'ils font énormément de projections, hein, ces gens-là.
C'est-à-dire qu'ils vont vous reprocher ce qu'ils font eux-mêmes. C'est ça. Hein, tu es une égoïste. Alors, au lieu de dire, attends, tu me dis n'importe quoi, c'est moi qui suis égoïste alors que j'ai pris le train depuis Nantes et j'ai fait 400 km pour pouvoir m'occuper de toi alors que finalement, tu n'en avais pas besoin et que tu m'as menti en faisant croire que c'était... Et ça, c'est notre tendance. Ouais. C'est que on va lui expliquer par A plus B égale C qu'elle dit des mensonges, que c'est des inepties, que c'est exagéré. Mais une chose importante à comprendre, c'est que le manipulateur, il ne veut pas le C. Ça ne l'intéresse pas la vérité. Il veut nous mettre en émoi. Et à chaque fois, il appuie sur le bouton et ça marche. Donc, des phrases courtes, neutres et humoristiques aussi. On n'a pas toujours envie de faire de l'humour, mais quelquefois, ça marche. Et on peut utiliser ces phrases de contre-manipulation pour des gens qui nous provoquent. Ça peut être même des phrases, vous savez, quand on rigole entre amis ou entre collègues, ah bah oui, bah évidemment, tu comprends pas, bah t'es blonde, ou alors tu comprends pas, bah t'as pas compris. Alors on peut dire, bah non, bah tu sais, je suis blonde. Hein. C'est ça la contre-manipulation, même si c'est pas méchant, on peut s'entraîner à faire ça. J'ai fait un coffret d'ailleurs de phrases de contre-manipulation. Je ne sais pas si vous savez. Avec les cartes? Oui, c'est ça. Pour s'entraîner par rapport à des réflexions très typiques, comment répondre. Alors, il faut un peu savoir par cœur. Il faut une petite bourse quand même parce que c'est apprendre la répartie. C'est ça. Apprendre quelques phrases, peut-être un peu par cœur pour pouvoir oui. ne pas être déstabilisé au moment où on est avec une personne comme ça. Voilà, parce qu'il se nourrit de ça. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on se justifie, on lui donne de l'énergie et lui, il adore ça. Ou elle. Exactement. Alors, quand on a des enfants avec un manipulateur, une manipulatrice, comment protéger son enfant justement? C'est une question difficile, mais… Très. C'était encore un cas que j'ai eu à aborder ce matin d'ailleurs. L'enfant a 9 ans. L'enfant a donc l'âge de raison passé, parce que l'âge de raison, c'est-à-dire de la raison, ça ne veut pas dire qu'il est sage, ça veut dire qu'il commence à raisonner à l'âge de 7 ans. On peut aborder certains sujets. Il vaut mieux poser des questions à l'enfant qui va nous faire des réflexions quand il est manipulé par l'autre parent, du type maman, de toute façon, c'est toi qui as quitté papa, donc c'est ta faute s'il est malheureux. Ou de toute façon, maman, alors ça c'est un 15 ans, de toute façon, maman, tu as ruiné papa. Alors, il y a des expressions que les enfants vont prononcer où nettement, il ne s'agit pas du tout de son vocabulaire, c'est un vocabulaire adultoforme, à moins qu'il soit un enfant surdoué. En général, les enfants ont, selon leurs âges, des jargons, des expressions qui sont bien à eux. Donc, on peut déceler que l'autre parent est en train de manipuler l'enfant en affublant le parent sain, moi que je vais appeler le parent sain, évidemment, de défauts, de procédures, etc. Et l'enfant le croit obligatoirement. Donc, c'est la version A. L'enfant croit aux versions A. Et la différence entre nous, les normaux pensants là, et les manipulateurs, c'est que nous, alors qu'on dit la vérité, on est moins convaincant. C'est ça. Surtout si on arrive après avec notre version B. Donc, ce que je préconise, c'est qu'on pose plutôt la question à l'enfant. Chérie, quand tu dis que je ruine ton père, ruiner, ça veut dire quoi? Moi, je suis beaucoup pour la confrontation cognitive avec les définitions. Ouais, tu as pris tout son argent. OK. Donc, ce week-end, quand tu étais chez lui, tu n'as pas été chez mamie et papy parce qu'il n'y avait pas d'essence. Il n'a plus de voiture, c'est ça? Ah si, il a une voiture. Bon, il a une voiture, il a encore sa voiture. Bah oui. Mais tu dis que tu es allé chez papy et mamie, vous êtes allé avec sa voiture. Ah oui, il a pu mettre de l'essence quand même. Donc là, on peut soit jouer de l'ironie s'il a 15 ans, soit si c'est à 9 ans, on va pouvoir dire, mais ruiner, chérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors souvent, les enfants, ils ne savent pas en fait. Ils vont utiliser des mots forts, extrêmes, comme les manipulateurs le font, mais ils ne réalisent pas à quel point
c'est irréel. Donc, ruiner, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de voiture. On a vendu sa voiture. On ne peut plus mettre de l'essence. On va vraiment faire une économie de chauffage. On va vendre l'autre maison. On ne peut plus. Ruiner, c'est grave. C'est très, très grave. Donc, il ne peut plus vivre parce qu'il me donne une pension alimentaire pour vous, les enfants. Et effectivement, comme la loi demande à ce qu'il y ait un changement, il n'y ait pas de changement de niveau avec un divorce, il y a une pension spécifique pour l'ex-femme. Voilà. Et ce n'est pas moi qui décide. Tu savais ça? Ce n'était pas moi qui décidais. Qui c'est qui décide? C'est qui? Là, l'homme, c'est le juge. C'est le juge. Et ça, on est en France. Et dans la plupart des pays, c'est comme ça. Donc, il faut prendre du temps. Parce que l'enfant, il a horreur de se trouver entre deux feux. Et souvent, quand l'enfant rapporte une information aussi abjecte que tu as ruiné papa, la réaction de la mère, c'est de partir en volcan. Quoi? Ah, c'est ruiné, alors que c'est moi qui lui ai payé ses études, je te ferai remarquer. Hein? Mais toi, tu n'étais pas né à ce moment-là. Oui, mais le mot, il est là, il a juste dit ça, il y croit, d'accord, mais il reçoit une foudre. Est-ce que vraiment il va écouter sa mère tranquillement en disant « Ah bah tiens maman, c'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça ». Pas du tout. Il est en émotion et il repousse sa mère, voire il lâche son assiette et il va dans sa chambre et il claque la porte. Il ne veut pas entendre la version B telle qu'elle est prononcée. C'est très compliqué. Mais il faut tenir le coup, il faut être calme le plus souvent, il faut poser les questions par rapport à la croyance que l'enfant a rapporté à la maison. Ouais. Ne pas être dans l'attaque et expliquer calmement, poser des questions justement. Voilà. Ouais, c'est intéressant ça de poser la question. Il faut l'amener à augmenter son esprit critique. Ouais. Mais pour tout le monde. Et quand je dis à mes stagiaires, quand je fais des séminaires là-dessus, je dis attention, la technique qu'on utilise, et je fais des jeux de rôle là-dessus, où je prends le cas où moi je suis l'enfant, c'est qu'il faut vous dire que quand vous augmentez l'esprit critique d'un enfant, il va l'avoir également contre vous. Si vous dites une bêtise, il va pouvoir formuler une pensée plus juste et vous le faire remarquer. À ce moment-là, acceptez. Hein? Oui, mais maman, tu as dit ça alors que… Ah ben oui, tiens, je n'ai pas fait attention. Voilà. Il faut l'aider à comprendre que son esprit critique, il l'a pour tout le monde ou dans la vie. Et faire la différence, ce matin, ce que j'ai travaillé, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il y a une différence entre les propos et les actes. Et qu'on peut promettre, mais que l'acte est jamais venu. Et là, la maman, elle a dit « Ah, mais c'est le Nintendo. Ça fait 3 ans qu'il lui dit qu'il veut acheter une Nintendo pour lui. Et j'ai failli acheter parce que je trouve ça malheureux qu'il ne l'ait pas. » Et elle me dit « Je me suis retenue. » Je dis « Oui, vous avez bien fait. » Parce que cet enfant-là, s'il a sa Nintendo, il va plus se souvenir si c'est son père ou sa mère, puisque c'est son père qui lui promet, mais il ne lui a jamais offert. Et ça, c'est des exemples à n'en plus finir. Ça peut être aller à la piscine, voir le cinéma. Voilà. Pour rester dans l'univers des enfants, j'ai un exemple, une jeune femme qui sa fille, elle a perdu la garde, etc. Elle ne voit plus sa fille et elle en souffre énormément parce que l'enfant est avec le manipulateur. Comment, justement, elle n'a pas le pouvoir, elle ne peut pas faire grand-chose. Comment elle peut accepter cette situation émotionnellement? Comment Alors ça, je dirais que là, franchement, c'est au cas par cas. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, on a des cas par cas. On a par exemple un manipulateur qui est algérien ou syrien et à l'époque, la Syrie elle est en mauvais état, mais des musulmans qui embarquent les mômes parce que dans la loi de ce pays-là, c'est le père qui est propriétaire des enfants, etc. Donc là, on est dans des cas très particuliers. L'autre cas, ça dépend de l'âge. Et puis, il y a des enfants qui ne veulent plus vivre avec leurs parents sains. Qui détestent même leurs parents sains, parce que l'aliénation parentale a bien fonctionné. Alors moi, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. J'ai besoin de connaître depuis quand il y a une séparation, qui vit chez qui, depuis combien de temps, est-ce que c'est une décision du juge, pourquoi le juge, la JAF, a fait cette… c'est même pas une proposition, pourquoi la juge a décidé ceci, sur quels éléments à l'époque.
Et quel argument aussi? Comment ça se passe pour l'enfant là où il est? Est-ce qu'il y a une belle-mère? Si c'est par exemple un père manipulateur. Est-ce qu'il y a une belle-mère? Est-ce que la belle-mère vit aussi avec ses enfants? Quel âge ont les enfants? C'est-à-dire que elle vit mal la séparation avec l'enfant, mais si l'enfant, selon son âge, est confortable ou s'est installé dans une vie assez confortable, et comment confortable? Je ne parle pas de moquette, hein. Je parle de comment l'enfant peut échapper, par exemple, à la pression du père. S'il y a une belle-mère, ça change tout. S'il y a d'autres enfants avec qui elle s'entend ou pas, ça change tout. Et là, à ce moment-là, on voit si on lâche et si on voit sa fille quand même tous les 15 jours ou la moitié des vacances, ou si on ressaisit le juge. Si l'enfant a des symptômes, si l'enfant travaille mal à l'école, si l'enfant pleure à chaque fois qu'il va devoir revenir chez son père, à ce moment-là, on ressaisit le juge et on se bat. Mais là, je vous dis, je ne peux pas répondre d'une façon unique. Bien sûr. Alors, pour peut-être être un peu plus large, comment faire pour accepter une situation difficile? Comment faire pour justement gérer nos émotions négatives, par exemple? S'il y avait un petit conseil. Alors moi, je pense que j'ai une phrase intérieure qui m'a beaucoup aidée et que j'enseigne. Okay. La phrase intérieure, c'est pour modifier tout l'ensemble de ses cognitions, de ses croyances sur il ou elle n'en a pas conscience, ou il le dit mais il est sincère, elle, parce que le manipulateur dit ensuite excuse-moi, ça peut alors arriver, hein, c'est comme ceux qui frappent leur femme et qui disent excuse-moi, je ne sais pas ce que je faisais, ce que je buvais, mais je ne le referai plus jamais. Bon, c'est le même procédé. Moi, je dirais que pour éviter de se faire avoir dans le futur, avoir une phrase intérieure qu'il faut tester, ça nous aide à garder une distance émotionnelle, intellectuelle d'abord, donc cognitive d'abord. Et or, ce sont nos pensées, nos cognitions qui créent nos émotions. Même si elles sont extrêmement fugaces et inconscientes, c'est quand même nos pensées. Donc, je voudrais remplacer et mettre une, toujours la même. Personnellement, je l'ai depuis l'âge de 22 ans. Je sais qui tu es, mais tu ne sais pas que je le sais. Donc, ça me rend supérieur. Il y a quelque chose qu'on utilise comme ça en hôpital psychiatrique avec des patients qui sont en milieu fermé, comme des schizophrènes ou des schizophrènes avec une tendance paranoïaque, voire même parano. Mais généralement, les parano purs, ils donnent une décharge et ils sont sortis de l'hôpital au bout de 3 jours. Quand un schizophrène ou un autre profil de personnalité très, très pathologique est convaincu que Dieu est venu lui parler, alors pourquoi pas, mais on sait, nous, que là, il est dans son délire, on va dire. D'accord? Donc, on peut discuter calmement sans contredire le patient. J'ai travaillé, surtout pendant mes études, des mois entiers en hôpital psychiatrique, où là, grâce à la connaissance qu'on nous formait et qu'on nous donnait lors de nos études en fac, on savait que quand on allait travailler avec ce type de patient, bien, il était dans ses délires. Et là, à ce moment-là, on lui dit, ben oui, alors comment allez-vous? Ah ben, il y a Jeannot qui est venu me voir. Ah bon? Alors, il vous a parlé? Jeannot, tu parles, il est en hôpital, il y a Jeannot. Ça fait rien, Jeannot lui a parlé. Donc, on est calme. Ben, je crois qu'avec une phrase intérieure, je sais qui tu es. Tu ne sais pas que je le sais. Je sais qui tu es. On est calme. Une sorte de Tu mantra. m'étonnes pas. Ah ouais, et les 30 caractéristiques, c'est tellement obvious. Je le dis en anglais, parce que j'aime bien ce mot, obvious. Obvious. C'est de l'évidence. Ouais. On n'est plus en réaction comme avant. Et puis, ben, je vais vous dire quand même, moins je le vois, mieux je me porte. Comme ça, j'ai moins d'émotions négatives. Je n'appelle pas toutes les semaines. Je ne lui demande pas comment elle va. Je ne l'invite pas à dîner. Je ne passe pas des vacances
avec ma collègue. Je ne me marie pas. Je ne réponds pas à tous ces messages, même s'il dit des inepties, pour me justifier. Non. Pas de contact, pas de contact. Chaque fois, boum, électricité. Est-ce que vous pensez, Isabelle, qu'il y a une leçon, un enseignement à tirer de ces expériences difficiles qui peuvent nous dépasser, mais pour avancer? Est-ce que vous pensez qu'il y a un message par rapport à toutes ces situations? Vous parlez de quand on est victime de manip? Oui. Moi, je pense qu'il y a deux réponses. Soit je n'ai été victime que d'une manipulation, enfin d'une manipulatrice ou d'un manipulateur, que d'une seule personne. Savoir que ça existe, c'est hyper choquant au départ, mais c'est quand même fondamental. Oui, il s'agit d'une personnalité pathologique et qu'on ne l'apprend pas à l'école. Par contre, si on lit la Bible, on s'aperçoit qu'on parle du mal. Et d'ailleurs, dans Les manipulateurs et l'amour, à la toute fin, je reprends un texte de Scott Peck, qui lui reprend un texte de Le chemin le de moins la Bible. fréquenté. Passionnant, passionnant. On parle du mal et c'est exactement ça. Très, très bien. Oui, le chemin le moins fréquenté. Il a fait un livre justement sur le mal, les personnes toxiques. Ouais. Mais oui, non, mais vraiment, Très bon, ouais. c'est fondamental de réaliser que oui, le mal existe chez les humains. Et heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on tombe dessus, on s'en souvient. D'accord. La deuxième option de réponse, c'est attention, si ça fait plusieurs personnes qui sont manipulatrices, je me pose la question, est-ce que je les ai choisies ou est-ce que c'est le hasard? Si j'ai une grand-mère manipulatrice, je suis désolé, c'est le hasard. Ouais. Hein. Je travaille dans un endroit où ma collègue ingénieure, c'est une manipulatrice. Alors, après, la leçon que moi je dirais, j'en tirerais, c'est est-ce que je suis restée dans la relation? Et si ma réponse est oui, je suis restée. On parle d'années là? Oui, des années. Pourquoi? Et donc, on peut s'apercevoir que nos valeurs à ce moment-là étaient plus importantes, qui fait, exemple, je suis restée dans cette entreprise parce que c'était à côté de chez moi. OK, vous subissiez du harcèlement moral et vous êtes resté 7 ans avec, bon, dépression, hein, arrêt de travail, etc., parce que c'était à côté de chez elle. Ben oui, parce que l'autre job qu'on me proposait, c'était à 3/4 d'heure, alors que là, j'étais en 10 minutes. Donc, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi? Et de ne pas se fourvoyer. Je pense qu'on est quand même responsables les uns les autres de pourquoi on reste, pas pourquoi on est tombé dessus. Ouais. Maintenant, on élimine tout ce qui est le non-choix. Pur hasard. Maintenant, on m'a offert un livre sur les manipulateurs. Je l'ai lu ou je ne l'ai pas lu? Ah, je ne l'ai pas lu. OK, c'est un choix. Ma meilleure amie me dit, depuis que tu es avec cet homme-là, tu as changé, on ne te voit plus. Il est malsain pour toi. Je l'ai écouté, je l'ai cru ou je l'ai rejeté? C'est mon choix. C'est sûr que si on a un psychothérapeute, il va nous poser ces questions-là. Et là, on va pouvoir aller plus vite pour ne pas reproduire. Ce n'est pas encore gagné. On a parlé de la dépendance affective. C'est plus dur. Le syndrome du sauveur, ça s'élimine assez facilement. Ça s'explique. On explique. Je pense qu'on a fait le tour, Isabelle. Est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez aimé que je vous pose? Vous êtes libre. Franchement, vous avez vu comme je suis bavarde là-dessus. C'est génial, justement, c'est génial. Il y a de la valeur. Oui, non, c'est un sujet infini, d'où l'importance des livres, puisque j'en ai fait 3. Un, le général, que j'ai refait en 4e édition, hein. Il est proche de 300 000 exemplaires. Hein. C'est traduit en 19 langues. J'en ai écrit un sur spécifiquement les relations amoureuses et le dernier, en tant que papa, maman, manipulateur, nous, enfants, comment ils fonctionnent, ces parents manipulateurs. Ça, et donc, je trouve que selon les besoins, il faudrait avoir le général, puis l'un ou l'autre. Et il y a des conseils.
Et là, je n'ai pas le temps. Et là, ce n'est pas le but de tout voir. On ne peut pas tout voir. Mais si déjà ça stimule la curiosité des personnes, oui, il y a des solutions, oui, il y a des réponses. Et oui, il y a des thérapeutes qui sont de plus en plus au courant. Il y a 25 ans, pas du tout. Ouais. On était très, 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 très peu nombreuses et nombreux à connaître le sujet. C'est découvert. Quand je suis allée aux États-Unis, donc il y a plus de 30 ans, pour voir s'il y avait des ouvrages sur ce sujet, il n'y en avait aucun. Il n'y avait que la codépendance par rapport à un alcoolique. Il n'y en avait aucun. Il y avait un livre sur les personnes toxiques. Mais oui, mais ce n'est pas sur le pervers narcissique ou le manipulateur. C'est la même chose, mais non, pas pour le grand public. Juste pour conclure, le terme officiel, c'est la personnalité narcissique. Ok. Voilà, c'est un terme de psychiatrie. Ouais. Parce que oui, la perversion narcissique, c'est pas reconnu du tout. C'est les psychanalystes uniquement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc pour vous, perversion narcissique, c'est quoi exactement pour vous? Parce que vous êtes plus cognitif et comportemental, du coup, donc psychanalyse. Oui, non, c'est juste un jargon. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'au milieu du XXe siècle, ce sont des chercheurs psychanalystes qui ont détecté la perversion narcissique. Comment rejoindre le narcissisme et la perversité, en fait, c'est une perversité. Donc, on a découlé la perversion narcissique et puis on a la perversion de caractère qui est décrite par Racamier, Bergeret. Là, on n'a pas le temps d'en parler. J'en parle davantage dans les parents manipulateurs. Alors, pas du tout parce que je ne connaissais pas le sujet, au contraire, mais au tout début, en 1997, lorsque j'ai commis mon premier ouvrage, la population francophone n'était absolument pas prête déjà à accueillir l'histoire de la personnalité narcissique, mais en plus pervers avec une dimension particulière comme la sexualité, le fait de frapper, d'insulter, etc. Non, c'était trop violent. Donc là maintenant, en 2016, ça y est, j'ai commis les parents manipulateurs et là, j'ai fait un chapitre sur les pervers de caractère. Intéressant. Et aujourd'hui, vous avez l'intention de réécrire des livres à ce niveau-là ou vous êtes plus, comme j'ai pu voir, sur justement le travail sur soi-même, etc., s'affirmer les valeurs? J'ai déjà fait, hein. C'est mon métier aussi, l'affirmation de soi, estime de soi. Donc, ça se rejoint, hein. Ça se rejoint. Oui, bien sûr, pour se récupérer, pour se remettre sur ses deux pattes, l'estime de soi, affirmation de soi, ça se travaille. Ce n'est pas seulement blabla, hein. Ça ne sert à rien de dire à un patient, vous savez, vous manquez beaucoup de confiance en vous, vous devriez un peu plus croire en vous. Que dalle, ça se travaille très, très spécifiquement et ça, je suis une experte là-dessus aussi. Non, pour l'instant, vous savez, je viens d'accoucher d'un livre il y a 2 mois qui est Les manipulateurs sont parmi nous, mais illustrés. Oui, j'ai vu. Donc, ça a été un énorme travail de résumer et pour n'en sortir que l'essentiel. Hein, ça me fait penser aux huiles essentielles. Demander à l'auteur de passer de 88 000 mots à 19 000 mots, c'est l'horreur. C'est l'horreur. J'ai eu beaucoup de moments de découragement. J'en parle dans mes remerciements. J'ai été bien accompagnée par mon éditeur qui m'a donné une éditrice très, très spécialisée. Et je suis très, très contente de ce livre. C'est plus petit, ça coûte 12 €. C'est moins cher qu'une pizza, hein, comme je dis. Et pourtant, ça peut sauver des vies et prévenir les enfants à l'âge de 15 ans, ils peuvent le lire. Les hommes qui ne lisent pas, les manuels qui ne lisent pas. Voilà, il est punchy, il est drôle quelquefois. On voit des illustrations. J'ai fait le choix de certaines situations résumées dans les illustrations. Ça devrait parler à tout le monde. Parfait alors. Merci Isabelle en tout cas. Merci à vous. Cette interview et bien merci à vous et je vous dis à très vite à ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous et je vous aime. Salut. Merci. Merci Isabelle.